Professeur Eric Combe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans les hôpitaux français, rappelons-le, c'est important, vous vous battez toujours contre l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, le Premier ministre présente la stratégie de déconfinement. Vous, soignants, qu'attendez-vous de cette stratégie et que demandez-vous au pouvoir politique ? Alors, ce qu'on attend de cette stratégie, c'est surtout qu'il y ait un volet prévention. Parce que s'il n'y a pas de volet prévention associé au déconfinement, malheureusement, on a très peur que le déconfinement débouche sur ce qu'on appelle une deuxième vague, un deuxième col, vous appelez ça comme vous voulez. Mais donc, il est très important sur le plan stratégique qu'il y ait une prévention associée au déconfinement. Je vais revenir sur la prévention, mais pourquoi dites-vous que pourquoi n'étiez-vous pas favorable à une date de déconfinement ? Je vous ai entendu, je vous ai lu. Vous dites, moi, je n'aurais peut-être pas donné la date du 11 mai. Oui, c'est vrai, quand on me posait Pourquoi ? Parce que je pense que pour déconfiner, il faut un peu en être arrivé, par exemple, là où en sont les Autrichiens quand ils ont décidé de déconfiner. C'est-à-dire quand on n'a plus de cas qui rentrent en réanimation. Ça serait vraiment l'idéal. Oui. C'est ça qui veut dire que le déconfinement a marché. Oui. Et j'aurais préféré qu'on attende que qu'on soit sûr que le déconfinement ait marché avant d'envisager de déconfiner. Oui, que le confinement ait marché avant. Oui. Vous n'êtes pas certain aujourd'hui que le confinement a bien marché, Eric Combe ? Le confinement a marché, évidemment, parce qu'on voit la courbe qui redescend. Mais quand j'entends confinement bien marché, je veux dire qu'on arrive à un niveau où il n'y ait plus de patients qui rentrent en réanimation et qu'il n'y ait plus de patients qui rentrent à l'hôpital pour Covid. Oui, mais là, malheureusement, il y a toujours à ce moment-là, on ne déconfine jamais. Ah, mais si. Eric Combe, si. Mais si, parce que... Vous pensez qu'un jour prochain, nous vivrons le moment où plus aucun patient du Covid-19 entrera à l'hôpital. Je pense que c'est le but qu'il faut se fixer. Oui, c'est-à-dire, oui, clairement, parce que si on ne se fixe pas ce but-là, demain, il y aura des pays Covid+, et des pays Covid-. Je vous laisse imaginer le problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le déconfinement arrive trop tôt, donc ? On verra le 11 mai. Ça veut dire qu'avec le déconfinement, on risque d'avoir toujours des patients à l'hôpital en réanimation. C'est le risque qu'on court, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'on voit selon les fêtes et qu'on décide la date en fonction des fêtes. Oui, professeur Combe, est-ce que vous auriez permis le retour des enfants à l'école ? Alors ça, c'est une question vraiment difficile. En plus, je dois avouer que j'ai changé d'avis. C'est-à-dire en tant qu'épidémiologiste, ou infectiologue pur et dur, ayatollah de l'épidémiologie, je disais, je pense qu'il ne faut pas réouvrir les écoles. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des pays où ils ne réouvrent pas les écoles. Après, en tant que médecin, qui doit prendre en compte aussi le facteur social et le facteur socio-culturel, compte tenu de ce qui se passe dans certaines familles, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous en êtes fait l'écho beaucoup, les journalistes, et vous avez eu raison. Je pense qu'il y a un juste équilibre à respecter, et je comprends que dans ces circonstances-là, on réouvre les écoles, mais évidemment avec prudence. Oui, et avec prudence, en laissant le libre choix aux parents. Exactement, et je crois que c'est ce qui a été fait, ou c'est ce qui va être fait. Ça, c'est une bonne décision, donc, si j'ai bien compris. En tout cas, sur le plan épidémiologique, on verra, mais sur le plan social et économique, je pense qu'il n'y avait malheureusement pas d'autres possibilités. Bien, nous allons attendre avec impatience ce que dit et ce que va dire le Premier ministre, mais vous dites, je reviens à votre première formule, la prévention. Vous disiez, très bien, déconfinement, mais il faut de la prévention. C'est quoi la prévention? Qu'attendez-vous en matière de prévention de la part du Premier ministre? C'est 4 mots. C'est isoler, tester, tracer et isoler de nouveau. C'est-à-dire globalement, il faut repérer les cas, il faut les confirmer en les testant, et il faut tracer leurs contacts, à la fois dans le milieu familial, à la fois dans le milieu professionnel, et il faut repérer les contacts, les tester et les isoler, ou en tout cas les mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'on ait les résultats des tests. Donc en fait, le mot-clé, c'est tester. Oui, c'est ce qu'a dit l'OMS. Tester. D'abord, on teste qui ? On teste, en priorité. On teste toutes les personnes qui sont infectées, présumées étant infectées, donc les personnes symptomatiques, et en remontant les chaînes de contamination à partir des personnes symptomatiques, on dépiste l'entourage, même s'il est asymptomatique. Parce que les asymptomatiques peuvent être contagieux. Dès que j'ai eu
j'ai même guéri, ou dès que j'ai un symptôme, le moindre symptôme, je dois être testé. On est bien d'accord. Si vous êtes guéri, ça sert à rien de vous tester. Ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut tester, c'est les personnes contagieuses. Il faut casser les chaînes de transmission. Mais oui, mais alors, c'est-à-dire que j'ai des symptômes, je dois être testé. On est bien d'accord. Exactement. Je tousse un peu, j'ai un peu de fièvre. Immédiatement test. Oui, le plus tôt possible. Voilà. Ne pas attendre. Alors, 24 premières heures, on vous teste. Bon, je suis testé et je suis malade. Vous êtes positif. Je suis positif. Là, je dois être isolé. Là, vous devez être isolé, absolument, à l'écart de votre famille, pour ne pas contaminer votre famille. Néanmoins, on dépistera quand même votre famille, parce qu'il y a une certaine chance que votre famille ait déjà été contaminée, puisque la transmission commence avant l'apparition des symptômes. La transmission commence 48 à 72 heures avant l'apparition des symptômes, et elle est maximum, ce risque de transmission, la veille de l'apparition des symptômes. Donc, c'est quand même pas... C'est difficile à cerner. Donc, on dépistera votre famille, et on dépistera votre entourage, et on repérera les cas positifs le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas attendre le résultat au bout de 48 heures ou 72 heures, il faut l'avoir quasiment dans les 4 heures, et on isolera les personnes positives. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à casser les chaînes de transmission. On est bien d'accord. Test PCR, évidemment. Les plus fiables. Les seuls. Disons, ils ne sont pas malheureusement à 100% fiables, puisque comme vous savez, il y a 20 à 30% de négatifs, donc malheureusement, c'est pas parfait, mais ça permet quand même de casser les chaînes de transmission de manière efficace. Ça a été montré un peu partout dans le monde. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. La rupture. La rupture de la chaîne de transmission. De la chaîne de transmission. Voilà. Si l'on veut vraiment vaincre cette épidémie, est-ce qu'on arrivera à la vaincre? Ça, c'est un autre débat. Si, on va la vaincre. Vous pensez? Il le faut. Mais il le faut. Oui, il le faut. Mais parce que hier matin, je recevais à votre place le professeur Delfrécy, qui nous rappelait le risque de l'apparition d'une deuxième vague. Oui. Vous la craignez comme lui? Oui, on la craint tous, mais tout dépendra de ce qu'on fait au niveau préventif. Ça n'est qu'à nous. Mais je vous dis ça parce que dans les épidémies, la mortalité augmente toujours au fil du temps. Alors oui, c'est vrai. La mortalité, absolument, la mortalité augmente au fil du temps du fait de la saturation des structures médicales. Et oui. Donc quand les structures médicales sont saturées, c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs à la fin de la première vague, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de confiner, parce que les structures médicales étaient complètement saturées. Mais est-ce que vous croyez à une fin de l'épidémie? Vous y croyez? Oui, écoutez, il n'y a aucune raison. Taïwan a réussi, la Nouvelle-Zélande a réussi, l'Australie est sur la voie de la réussite, Singapour a quelques difficultés, la Corée du Sud va y arriver. Oui, évidemment qu'on va y arriver, parce que sinon demain, on aura des pays avec et des pays sans. Donc, ça peut arriver. Oui, et ça peut même arriver au sein de l'Europe, puisqu'apparemment l'Allemagne est quand même plus dans une politique de prévention et pas du tout dans une politique de jouer avec le virus. Casser l'épidémie. Oui, c'est l'objectif. L'épidémie le plus vite possible. C'est ce qu'ont fait les Asiatiques, par exemple. C'est ce qu'ont fait les Allemands. C'est ce qu'ont fait les Autrichiens. Nous, on n'a pas du tout été dans le même registre. Donc, bien évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans une optique on va casser l'épidémie. Surtout pas dans une optique on va s'accommoder de cette épidémie. Parce que sinon, au bout, on aura des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers de morts. Est-ce que cette épidémie n'est pas une nouvelle maladie avec laquelle nous allons devoir vivre? Professeur Combe, il y a des maladies qui disparaissent dans notre histoire, et puis il y en a de nouvelles qui apparaissent. Oui, je suis d'accord. En tant qu'infectiologue, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais je vous pose la question parce que c'est une question basique, mais franchement... Oui, c'est vrai, mais oui, tout à fait. Mais... on peut casser cette épidémie. On nous a montré qu'on pouvait le faire. Oui, on est capable. Mais oui, les Chinois l'ont fait, les Taïwanais l'ont fait. Enfin, il y a plein de pays asiatiques qui l'ont fait, même des pays occidentaux, la Nouvelle-Zélande, l'Australie est sur la voie de le faire. Donc il n'y a aucune raison que nous on le fasse pas. Il faut qu'on se donne cet objectif. De toute façon, sinon il va y avoir un problème en Europe. On peut pas avoir en Europe l'Allemagne où il y aura pas de cas, et puis la France où il y aura des cas. Vous imaginez un peu? C'est pas possible. Professeur Combe, il faut laisser le pouvoir aux médecins, aux scientifiques? Non, je suis pas... Non, je vous dis ça parce que j'entends beaucoup de voix s'élever en disant on donne trop la parole aux scientifiques, aux médecins. Il y a une dictature hygiéniste. C'est n'importe quoi? Non, je pense qu'il c'est un juste équilibre entre l'économie, le social, le sanitaire. Nous, on représente le côté sanitaire, mais bien évidemment, il y a le problème social qui est hyper important, il y a le problème économique aussi. Le rôle des politiques, c'est un peu de jouer avec tout ça, je crois. Bien. Professeur Combe, aucun traitement efficace à ce jour? Est-ce que vous pouvez dire ce matin qu'il n'y a aucun traitement efficace à ce jour? Alors, il faut nuancer. Vous savez qu'il y a deux phases dans la maladie. Il y a la première phase qui est le virus, disons, et puis il y a la deuxième phase qui est l'orage immunitaire. On est bien d'accord là-dessus. La première phase sur le virus,
à traiter par des antiviraux, pour l'instant, on n'a rien. Rien. C'est-à-dire, dans la première phase, il n'y a rien d'efficace. Malheureusement, on n'a pas montré qu'il y avait un médicament efficace dans cette première phase. Par contre, la deuxième phase, qui est finalement la plus grave, puisque c'est celle qui va envoyer les malades en réanimation, la deuxième phase, qu'on appelle cet orage immunitaire, il y a des pistes, notamment une biothérapie qui s'appelle le tocilizumab. Ah oui, le tolicizumab. Tocilizumab, oui, voilà. C'est compliqué. Voilà. Mais c'est quoi? C'est un médicament immunomodulateur. Voilà, c'est ça, c'est un immunomodulateur qui joue sur une enzyme, l'interleukine 6, bon, peu importe le terme, qui intervient dans l'orage immunitaire. Et qui est efficace. Et qui est efficace, enfin qui apparaît être efficace. C'est un peu tôt pour le dire encore. Oui. Faut pas, on a tous envie d'avoir un médicament efficace. C'est la PHP qui oui, alors dit. En fait, la PHP a communiqué, mais n'a pas donné les résultats. Ouais. Alors qu'il y a une autre étude qui a été faite à l'hôpital Foch de Suresnes et qui montre l'efficacité sur une petite 30 malades de chaque côté, mais c'est comparatif, et qui montre que les patients sous tocilizumab ont 2 fois moins de risques d'arriver en réanimation. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez ce médicament, vous avez moins de risques. C'est-à-dire c'est en phase sérieuse, quoi, en phase grave. Oui, hein. Juste un médicament efficace. Juste avant. Oui, juste avant, parce que vous savez, plus on attend, moins. Je pense qu'il faut le donner suffisamment tôt. Et puisqu'on parle de ça, vous avez vu les taux de mortalité en réanimation. Est-ce que vous êtes surpris? On atteint 40%. Oui, alors chez les malades intubés ventilés, attention. Oui, bien sûr. Les vrais malades de réanimation, vous avez raison. En situation très grave. Mais malheureusement, on le sait, la réanimation, globalement, c'est 50% de survie. Mais les Chinois l'avaient déjà montré, les Italiens aussi. On a tous les mêmes chiffres, les Américains aussi. En réanimation, on a tous les mêmes chiffres. Et je vois Mathieu Schmitt, que vous connaissez, qui est médecin réanimateur à la Pitié-Salpêtrière, et qui dit qu'on n'a jamais vu de tel taux de mortalité. Dans aucune maladie. Enfin, c'est pas aucune maladie. Oui, ça dépend lesquelles, parce que si vous prenez ce style. Non, vous prenez. Il y a quand même une maladie qui est mortelle dans 100% des cas. Quoi que vous fassiez, c'est la rage. Alors qu'il n'existe pas en France. Mais la rage, c'est une maladie mortelle dans 100% des cas. Voilà, vous avez des formes de tuberculose, la méningite tuberculeuse, si vous ne traitez pas, c'est mortel également dans un grand nombre de cas. Donc, même 100% des cas sans traitement. Donc, non, il y a des maladies mortelles dans 100% des cas. Parce que cette maladie a un caractère protéiforme aussi. Le Covid, Covid, effectivement, il y a des formes cliniques très atypiques, il y a des troubles digestifs, il y a des troubles cardiaques, il y a des troubles neuropsychiques. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes de thrombose, d'embolie pulmonaire. C'est vrai que c'est un virus un peu bizarre. Un peu bizarre, même très bizarre. Enfin, en tout cas, au niveau de son expression clinique. Quand on réfléchit aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Nous avons commencé à connaître le Covid en janvier. Vous avez commencé à travailler quand sur le Covid, ce nouveau Covid-19, professeur Combe? On a eu les premiers cas qui sont arrivés fin janvier, effectivement. Vous avez appris beaucoup depuis? Mais on apprend tous les jours. Tous les jours? Ah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas vraiment tout de cette épidémie, de cette maladie, de ce virus. C'est terrible parce que c'est terrible. Oui, c'est une véritable épreuve d'humilité parce qu'en fait, en plus, il y a des choses qu'on croit savoir et puis une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, on se rend compte, zut, c'était une bêtise. Donc vous imaginez pour nous comme c'est difficile. Aujourd'hui, on parle du tocilizumab parce qu'on a aussi envie de se raccrocher au moindre espoir. Et si ça se trouve, dans 15 jours, on va avoir des études très bien faites qui vont nous montrer que c'était un espoir déçu, quoi. Oui. Est-ce qu'en Europe ou aux États-Unis, nous n'avons pas fait trop confiance dans nos systèmes de santé? Alors écoutez, heureusement que le système de santé a été efficace sur le plan curatif, parce que franchement, je trouve que le système de santé a été très efficace en France, avec une sacrée capacité d'adaptation. Ça c'est vrai, non mais c'est vrai. Franchement, là où on n'est pas bon, c'est au niveau préventif. Alors justement. Là, franchement, c'est une catastrophe la santé publique là en ce moment en France. C'est-à-dire qu'on sait soigner. Oui, très bien. Mais on ne sait pas prévenir la maladie. Exactement. Et c'est valable pour plein de maladies d'ailleurs. C'est pas valable uniquement pour le Covid, quoi. C'est-à-dire regardez le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Que faudrait-il faire pour mieux prévenir? Il n'y a plus de culture de santé publique en France. Enfin, ou en tout cas, s'il y en a une, elle est quand même en voie de disparition. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la réponse à cette épidémie a mis du temps à s'organiser, alors qu'il y a des spécialistes qui auraient pu être consultés. Donc, il y a un vrai problème. On aurait pu prévenir
On aurait pu limiter le nombre de décès. Attendez, professeur Combe, franchement. Pourquoi est-ce que les Taïwanais, les Singapouriens, les Australiens... Mais parce qu'ils ont peut-être une autre culture, les Taïwanais, les Singapouriens. Je ne sais pas. Ils sont confusés. De la prévention, une autre culture de la prévention, oui. Ils sont confusés, donc on va les mettre de côté. On met Confucius de côté. Mais si vous prenez l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est pas des pays confucéens, ça. Alors c'est des îles. Mais bon, a priori, ils sont en train de casser l'épidémie. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Parce que ce sont des pays... Remarquez, c'était en période hivernale. Non, c'était l'été. Non, c'est l'été. C'était l'été. Oui, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont été très agressifs sur le plan du confinement, sur le plan de l'isolement, etc. Parce qu'ils ont fait de la prévention. Oui, parce qu'ils sont dans une optique de prévention. Donc nous, malheureusement, tout ce côté préventif, on l'oublie. Regardez l'exemple caractéristique. Parce que ça coûte cher, la prévention. Pourquoi ? C'est une très bonne question, effectivement. Pourquoi ? Alors je pense que dire que ça coûte cher, c'est un raisonnement à courte vue. Oui. Parce que ça coûte peut-être cher sur l'instant donné, mais après, on a les résultats. Par exemple, en termes économiques, vous voyez, les économies des pays d'Asie dont on parlait, elles n'ont pas été pliées par le Covid. Alors que nous, notre économie, comme celle de l'Italie ou de l'Espagne ou des États-Unis demain, elles vont être pliées par le Covid. Si ces pays-là avaient investi dans la prévention, eh bien, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Alors, investir dans la prévention... Allez-y, c'est-à-dire... Et on en retombe sur la même chose. Isoler. Enfin, tester. Isoler. Tracer. Isoler. Tester, etc. C'est pas compliqué. Isoler, c'est aussi porter un masque. Isoler, c'est aussi porter un masque, effectivement. Oui. Vous êtes favorable au port obligatoire des masques, à la fois dans les transports en commun, mais aussi en ville, chez un commerçant ou Eric Combe? Dans les transports en commun, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est indispensable. Oui, pour moi, il n'y a même pas de discussion possible, en fait. Il faut le faire, mais également dans tous les lieux clos. C'est-à-dire pas uniquement les transports, dans les magasins, dans tous les lieux clos, il faudrait porter le masque. Parce que si jamais je suis infecté, je peux très bien être asymptomatique. Et là, par exemple, je peux potentiellement vous infecter, comme vous pouvez potentiellement m'infecter, parce que nous ne portons pas de masque. On respecte une certaine distance, 2 mètres, donc ça devrait aller. Mais voilà, on prend quand même un petit risque. Vous n'êtes pas porteur, Non, a priori non. Vous avez été testé vous-même, professeur? Non, j'ai pas été testé, mais j'ai été protégé. Et pourquoi ? Parce que j'ai jamais eu de symptômes évocateurs du Covid. J'en ai eu dans mon équipe, effectivement, mais j'ai fait dépister mon équipe immédiatement pour éviter qu'il y ait des chaînes de transmission qui s'installent dans mon équipe. Et d'ailleurs, on a très bien fait parce qu'on n'a pas eu de transmission. Alors, le masque, très bien. Il faut absolument imposer un masque, mais... et les distanciations, les distances de sécurité. Dans un transport en commun, on va faire quoi ? Comment ? Dans les transports en commun, je pense que le masque permet de s'affranchir de la distanciation, virale. Dans les mais effectivement, il va falloir trouver un système pour les transports en commun. C'est-à-dire peut-être plus de transport, peut-être des horaires décalés quand les personnes reprendront le travail pour pas être accumulées dans certaines lignes de métro comme vous savez que ça peut exister. Enfin, il va falloir faire attention à ça. Et le Premier ministre va parler de la circulation aussi des personnes. Évidemment, sur le territoire. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, circuler dans certaines régions, pas dans d'autres, professeur? Ou pas passer d'une région à une autre. Pas passer d'une région à une autre? Je ne sais pas, on va voir. Vous ne savez pas, a priori, il va pas déconfiner tout le monde en même temps. Je pense qu'il va déconfiner de manière différenciée, comme ils l'ont dit d'ailleurs, parce qu'il y a des régions qui ont été très touchées, d'autres régions moins touchées. Regardez le Sud-Ouest, il n'y a quasiment pas de cas. On pourrait même plus se poser la question pourquoi ils sont restés confinés si longtemps. Oui, mais professeur Combe, vous sentez la pression là? La pression économique, la pression des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, des commerçants, je la comprends, tout le monde du football professionnel, tout le monde qui souhaite reprendre, pas comme avant, parce que ce sera jamais comme avant, pour l'instant, mais reprendre, vous comprenez? Oui, je comprends très très bien. Ça serait inquiétant que le citoyen que je suis comprenne pas. Que dites-vous à toutes ces personnes qui ont envie, qui sont impatientes de reprendre? Je leur dis qu'on peut. J'ai été consulté par exemple par les sportifs. Je leur dis qu'on peut reprendre sous certaines conditions. Voilà. Mais on peut reprendre. Simplement, il faut faire attention. Le port du masque, la distanciation sociale. Mais on va pas jouer un match de football masqué. Non. Mais pour un match de football, ça dépend. Vous parlez. Alors, vous savez qu'ils envisagent de jouer des matchs à huis clos éventuellement. Oui, à huis clos. Voilà. Mais ils testeront les joueurs. Ils vont tester les joueurs régulièrement.
Oui, parce qu'il ne va pas falloir un seul test. Non, ils vont les tester régulièrement. C'est-à-dire, ils peuvent être amenés à les tester jusqu'à 2 fois par semaine, par exemple. S'il y a 2 matchs par semaine, ils vont les tester 2 fois par semaine. Il faudra jouer, parce qu'il va y avoir un contact physique, il faudra jouer avec un masque ou... Non, c'est impossible de jouer avec un masque, vous savez bien. Mais si vous testez des joueurs la veille ou le matin du match et qui sont négatifs, a priori, il y aura pas de risque, hein. Même pour les effusions post-but. Bon, professeur Combes, vous allez suivre avec attention donc les déclarations du Premier ministre, mais vous nous dites ce matin, j'ai bien compris votre message, vous dites attention, soyons prudents, c'est cela? Oui, pour résumer, isoler, tester, tracer, isoler. Voilà, isoler, tester, tracer, isoler. Voilà. Ce sont les conditions de la victoire face au coronavirus. Et la victoire est tout à fait possible. Voilà le message que je voulais entendre, J'attendais un message de votre part. Il est arrivé. Merci beaucoup, professeur Combes. Merci. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.